Si on observe un jeune animal en pleine santé, disons un poulain qui galope dans un pré ou un chiot de grande race qui bondit pour attraper une balle, Ouais, l'image classique de la vitalité, quoi. c'est ça, l'image qui vient à l'esprit, c'est vraiment une vitalité absolue. Les mouvements sont super fluides, l'énergie semble inépuisable, Visuellement, tout indique une machine biologique en parfait état de marche. sauf que, sous cette surface impeccable, à l'intérieur même des articulations qui permettent ces mouvements, Une véritable catastrophe microscopique peut être en train de se préparer. mais dans un silence total en fait. Une défaillance lente, implacable, qui passera complètement inaperçue jusqu'au jour où la structure entière cède. Je suis ravie de vous guider dans cette nouvelle analyse aujourd'hui car c'est un sujet fascinant. De ce que nos sources décortiquent aujourd'hui. Exactement. L'objectif de notre plongée en profondeur aujourd'hui, ce n'est pas juste de poser une étiquette médicale sur une boiterie. Bon, c'est d'aller chercher la racine du problème. On entre en plein dans le domaine de l'éthiopathogénie. L'éthiopathogénie. Alors, le terme peut paraître un peu intimidant au premier abord. C'est vrai que ça sonne très académique. Ouais, mais notre mission, c'est de rendre tout ça parfaitement limpide pour quiconque écoute. En réalité, ça combine deux concepts cruciaux. D'un côté, l'étiologie, Voilà, la recherche des causes, le fameux pourquoi la maladie apparaît. et de l'autre, la pathogénèse. Le mécanisme de développement, le comment les tissus se dégradent concrètement. Le but, c'est d'arriver à une compréhension tellement claire que n'importe qui, suivant cette analyse, sera capable d'expliquer l'origine et le déroulement de ces processus de A à Z. Et pour y parvenir sans se noyer dans un manuel vétérinaire de 1000 pages, la stratégie employée par nos sources est géniale. La fameuse loi de Pareto, la règle des 80-20. C'est un filtre d'analyse extrêmement puissant. L'idée, c'est d'écarter volontairement les considérations purement cliniques. Genre les listes infinies de symptômes ou les techniques de radiographie complexes. C'est ça. On laisse ça de côté pour se concentrer exclusivement sur les 20% de mécanismes biologiques fondamentaux. Parce que ce sont ces mécanismes précis qui vont fournir 80% de la compréhension globale du problème. On cherche vraiment à comprendre la matrice, le code source en fait. Et le modèle parfait mis en avant par les documents pour illustrer cette mécanique intime, C'est l'ostéochondrose, couramment abrégée en OC. et surtout son évolution destructrice vers l'ostéochondrite disséquante, l'OCD. Bon, décortiquons ça. C'est quoi exactement l'OC? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attaque extérieure. Ah, donc pas de virus. Non, pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines environnementales, D'accord, donc c'est une défaillance de la programmation interne du corps, en gros. complètement. C'est le moment précis où un organisme en pleine croissance échoue à exécuter une de ses tâches les plus basiques. Qui est de transformer son cartilage juvénile en os solide. Exactement. La machinerie cellulaire bégaye, s'enraye et finit par produire une faiblesse structurelle massive. Alors, pour comprendre comment une mécanique biologique normalement si bien rodée finit par s'enrayer comme ça, il faut d'abord chercher les coupables, les origines du dysfonctionnement, le fameux pourquoi. L'étiologie, oui. Et les sources sont claires. Cette pathologie frappe surtout les jeunes animaux. Et généralement au cours de leurs 2 premières années de vie, c'est ça? C'est ça, pendant leur pic de croissance. Mais là, il y a un truc contre-intuitif. Si l'animal est jeune, en pleine croissance, au sommet de sa capacité de régénération cellulaire, Avec des hormones de croissance et de l'énergie à revendre. ouais, cette période devrait être la plus robuste de son existence. Comment cette vitalité se retourne-t-elle contre lui? En fait, la jeunesse et la croissance rapide ne sont pas des boucliers. Ce sont des états d'extrême vulnérabilité structurelle. Le corps est en perpétuel remaniement. Ok, je vois. Et l'étiologie de l'ostéochondrose, ce n'est jamais un seul facteur isolé. C'est toujours multifactoriel. La tempête parfaite, en somme. Exactement. La convergence toxique de plusieurs éléments. Le premier de ces éléments, très déterminant dans les élevages modernes, c'est le facteur nutritionnel et de croissance. L'analogie qui me vient à l'esprit en lisant ces documents, c'est vraiment celle de la construction d'un gratte-ciel. Ah oui, vas-y, développe. Imagine un entrepreneur pressé par le temps qui décide d'accélérer le rythme. Les équipes ajoutent le 2e, puis le 3e, puis le 4e étage à une vitesse folle. Alors que les fondations ne sont pas prêtes, C'est ça, le béton coulé pour les fondations n'a même pas eu le temps de sécher. On accumule un poids de dingue sur une base qui est encore fondamentalement molle. l'effondrement sous son propre poids devient inévitable. Et sur le plan nutritionnel, l'accélérateur de cette construction frénétique, c'est l'excès d'énergie. Particulièrement l'excès de glucides, d'après les sources. Oui, un jeune cheval ou un grand chien surnourri va développer une masse musculaire et un poids gigantesque super rapidement. Le corps prend de l'expansion de fou. Mais les os longs,
qui doivent supporter tout ce nouveau volume, sont encore à l'état de maquettes cartilagineuses immatures. Ils n'ont pas la densité minérale pour gérer cette charge biomécanique prématurée, du coup. Voilà. Le squelette est pris de vitesse par le développement musculaire. C'est fou. Et les documents soulignent que le problème nutritionnel, ce n'est pas que les calories. Il y a aussi la qualité des matériaux. Les matériaux de construction du cartilage, oui. On parle de déséquilibres spécifiques, comme le rapport entre le cuivre et le zinc. Ah oui, les oligoéléments, j'ai lu ça. Ils jouent un rôle d'ingénierie moléculaire. Le cuivre est indispensable à une enzyme qui permet la réticulation du collagène. En gros, ça crée les ponts solides entre les fibres qui donnent au cartilage son élasticité. C'est tout à fait ça. Et s'il y a une carence en cuivre ou un excès de zinc qui empêche d'absorber ce cuivre, Le cartilage produit sera défectueux à la base. il manquera de cohésion interne. La fondation devient encore plus précaire. Donc, on a un corps trop lourd, construit trop vite avec un cartilage de mauvaise qualité. Mais j'imagine que tous les animaux un peu trop nourris ne finissent pas avec les articulations détruites. Non, bien sûr, la nutrition n'est pas le seul déclencheur. Le deuxième grand facteur, c'est la génétique. Ah, la prédisposition héréditaire. Oui, les éleveurs cherchent souvent des animaux qui grandissent vite et deviennent très imposants. Ce qui est logique d'un point de vue commercial, j'imagine. Sauf qu'ils ont accidentellement sélectionné des profils génétiques programmés pour produire un cartilage vulnérable. L'individu naît avec un code source qui dicte une croissance explosive, mais une matrice de qualité inférieure. On ajoute donc une vulnérabilité innée à une mauvaise nutrition. Le tableau s'assombrit vraiment. Et le troisième élément? C'est le facteur endocrinien ou métabolique, les hormones. Les hormones orchestrent à peu près tout, on le sait bien. Mais comment elles détruisent une articulation? Vois les hormones comme les chefs de chantier. Elles disent aux cellules quand se multiplier et quand se spécialiser. Ok. Dans un développement normal, des hormones comme l'insuline et les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, envoient des signaux aux chondrocytes. Les cellules du cartilage. Oui. Ces signaux leur ordonnent de stopper leur prolifération et de s'hypertrophier. C'est l'étape avant de devenir de l'os. Si je comprends bien, ces cellules cartilagineuses sont comme des adolescents qui doivent recevoir un signal clair pour passer à l'âge adulte C'est une excellente comparaison. et assumer leur rôle définitif d'os dur. Sauf que dans l'ostéochondrose, il y a une perturbation métabolique. Si les niveaux de ces hormones sont mauvais ou si les cellules ne répondent plus, Le signal de méthylation n'est jamais reçu. voilà. Les cellules restent bloquées dans leur état juvénile. Elles se multiplient sans fin. Le chantier est paralysé à l'étape des fondations molles. C'est dingue. Ce qui nous amène au quatrième et dernier facteur, le facteur biomécanique. Et là, franchement, j'avoue qu'il y a un truc qui me fait tiquer dans les sources. Vas-y, dis-moi. Un jeune animal, c'est conçu par la nature pour bouger, non? Courir, sauter, jouer brutalement. Bien sûr, c'est vital pour son développement. Alors comment l'exercice naturel peut-il être classé comme un facteur destructeur? Parce que l'exercice naturel ne détruit l'articulation que si elle a déjà été compromise par les 3 premiers facteurs. Ah, je vois. C'est le révélateur. C'est le coup de grâce. Si l'animal a une mauvaise génétique, qu'il est trop lourd à cause des glucides et que ses hormones ont bloqué la maturation du cartilage, Ce qui devrait être un jeu normal devient un stress mécanique écrasant. les chocs répétés d'un saut martèlent un tissu qui n'a aucune résilience. Il ne peut pas dissiper l'énergie de l'impact. Donc les pièces du puzzle étiologique sont toutes en place. Génétique, nutrition, métabolisme et biomécanique. C'est le fameux « pourquoi ». Maintenant que le pourquoi est clair, plongeons dans la pathogénèse, le comment. C'est là que la biologie cellulaire entre en scène. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Concrètement, à l'échelle microscopique, comment le désastre se déroule chronologiquement? La première étape, c'est l'échec de l'ossification endochondrale. Ok, rappelle-nous le processus sain d'abord. En gros, c'est comme ça qu'un os s'allonge. Le cartilage crée un échafaudage temporaire. Ouais. Ensuite, des vaisseaux sanguins viennent envahir ce cartilage depuis l'os en dessous. Ils amènent des nutriments, mais surtout des ostéoblastes, Les cellules constructrices? qui vont littéralement dévorer l'échafaudage de cartilage pour le remplacer par du minéral de l'os dur. C'est un processus de remplacement hyper minutieux. Le cartilage n'est pas censé rester là. Dans l'ostéochondrose, la machinerie s'arrête net. L'invasion vasculaire échoue. Les vaisseaux sanguins n'arrivent pas à pénétrer. Non, il ne passe pas. Le cartilage n'est pas remplacé, donc il stagne, il s'accumule, il devient anormalement épais. Ce qui crée un problème d'approvisionnement dramatique d'après nos sources. Totalement. J'ai adoré l'image utilisée pour ça. Si on visualise une forteresse médiévale, l'architecture normale prévoit des murs d'une épaisseur calculée pour protéger la ville mais laisser entrer les coursiers.
pour ravitailler en eau et en nourriture. Exactement. Mais si les bâtisseurs décident de rendre ces murs de plus en plus épais, de manière disproportionnée, On arrive à un point de rupture logistique. c'est ça. Les voies d'accès sont bouchées par l'excès de pierre et les habitants au centre du château se retrouvent complètement isolés. Cette image de forteresse traduit parfaitement le phénomène d'ischémie. L'ischémie, ouais. Il faut savoir que le cartilage est un tissu avasculaire. Il ne contient pas de vaisseau sanguin en lui-même Donc comment il se nourrit en temps normal, hein? par diffusion. Les nutriments voyagent lentement à travers la matrice. Mais quand le cartilage devient trop épais, La distance physique devient trop grande. exactement, le sang n'atteint plus les couches profondes. C'est ça, l'ischémie. Et sans sang, pas d'oxygène. L'ischémie entraîne mécaniquement une hypoxie. Les cellules emmurées vivantes au cœur du cartilage commencent à suffoquer. C'est glauque, mais tellement parlant. Et ça nous mène à l'étape 3. La suffocation mène à la nécrose, la mort cellulaire. Privés d'oxygène, les chondrocytes dans les couches profondes meurent en masse. Et ça modifie les propriétés du tissu, je présume. Drastiquement. Le cartilage sain est un amortisseur ferme. Le cartilage nécrosé, lui, devient une masse molle, friable. On vient de créer une vraie faille tectonique à l'intérieur de l'articulation. Si on prend du recul, on a une couche de cartilage en surface qui a l'air intacte, mais qui repose sur une fondation de tissu mort. Une architecture condamnée à s'effondrer à la moindre pression. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là que l'OC devient l'OCD. L'ostéochondrie disséquante, l'étape 4. L'animal, ignorant le danger, fait un mouvement brusque. Le poids de son corps s'abat sur l'articulation. Le cartilage sain en surface est écrasé, mais la couche nécrosée en dessous ne peut pas absorber le choc. Elle cède. C'est la rupture mécanique. Les contraintes cisaillent le tissu pile à l'endroit de la nécrose. Des microfissures apparaissent, et avec la répétition des mouvements, elles s'agrandissent. Le fluide synovial s'infiltre, la pression augmente, et une partie du cartilage se soulève pour former un lambeau. Ce que le jargon médical appelle un flap. Et le pire, c'est quand ce flap se déchire complètement. Ah oui, j'ai été frappée par le vocabulaire des cliniciens dans les sources. Ils parlent de souris articulaires, de chips ou de corps libres, voire de ratons articulaires parfois dans les vieilles traductions. Des termes très imagés. Ces morceaux de tissu mort ne disparaissent pas. Ils flottent librement dans le liquide synovial. Comme des graviers dans un roulement à billes, ça endommage le cartilage sain autour et déclenche une grosse inflammation. Mais là, il y a un détail contre-intuitif qui soulève une vraie interrogation. Le paradoxe de la douleur? Oui, la logique voudrait qu'un bout de cartilage qui s'arrache de l'os, ça provoque une douleur fulgurante instantanée. L'animal devrait hurler, refuser de poser la patte. Et pourtant, Pourtant, les sources soulignent que la douleur immédiate est souvent minime. La claudication n'apparaît que bien plus tard. Comment une telle blessure passe inaperçue? cela soulève une question importante. La réponse réside dans la chronologie de la pathogénèse qu'on vient de décrire. À cause de la nécrose ou FIF? Exactement. Le cartilage qui se déchire est issu de la zone qui a subi l'ischémie des semaines auparavant. C'est un tissu déjà mort. Ah, purée! Puisque les cellules sont mortes, les terminaisons nerveuses aussi? Voilà. Il n'y a plus de système d'alarme actif pour envoyer un signal de douleur au cerveau au moment de la déchirure. C'est une révélation biologique sidérante. Le corps subit une amputation interne dans le silence total parce que les câbles de communication ont été coupés par manque d'oxygène. La douleur arrivera plus tard, quand l'inflammation s'installera ou que les corps libres frotteront contre les tissus sains et innervés. C'est fou. Si on résume la séquence, c'est d'une clarté absolue. Échec de l'ossification à cause de la croissance et de la génétique. Épaississement du cartilage. Ischémie et hypoxie par manque d'irrigation. Mort cellulaire, la nécrose. Et enfin, rupture mécanique sous le poids de l'animal, l'OCD. Maîtriser cette séquence offre une perspective totalement différente. Ça permet d'identifier les points d'intervention avant la rupture. En ajustant la nutrition, l'exercice par exemple. Exactement. Comprendre l'éthiopathogénie, c'est l'essence même de l'esprit critique appliqué à la biologie. Réaliser qu'une boiterie invalidante un mardi matin trouve en fait son origine des mois avant, dans un excès de glucides ou une carence en cuivre, ça change la donne, hein. Totalement. Et cette histoire de nerfs morts, ça laisse une réflexion troublante. Sachant que ce détachement massif se produit sur des structures déjà anéanties, on se demande Quoi donc? combien d'autres défaillances structurelles silencieuses progressent en ce moment même, invisibles sous l'apparence de la santé, attendant juste un mouvement anodin pour révéler une catastrophe tissulaire qui se préparait dans l'ombre depuis des mois. C'est une excellente question pour conclure cette exploration.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante.